Bonjour Philippe Merlet. Robinson Création, Oui. bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Avec plaisir. Bon les amis, comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons interviewer Philippe Merlet, qui est un ancien champion olympique de tir à la carabine. Et il a accepté de venir pour que je l'interviewe, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis quand même une petite chaîne YouTube. Donc c'est très cool, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Oui, j'ai préparé mes petites questions dans mon petit calepin. Et écoutez, c'est parti pour la vidéo. Alors, Philippe Merlet, vous avez été champion olympique en 1984 à Los Angeles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur d'autres titres que vous avez gagnés ou quelque chose dans ce genre-là? Oui, c'est vrai qu'en 84, il y a 40 ans déjà, donc j'ai été champion olympique et avec le record olympique. J'ai été sportif de haut niveau durant une petite dizaine d'années et sans pour autant effectivement avoir quantifié toujours les médailles parce que bon, je cours pas effectivement après la gloire. Mais disons qu'au niveau des championnats de France, j'ai dû gagner, je sais pas, une vingtaine de titres de champion de France, parce que je tire au pistolet, à la carabine, à l'arbalète, donc ça multipliait les chances également. J'ai été plusieurs fois médaillé en Coupe du Monde, une vingtaine de Coupes du Monde et en matchs internationaux. Champion d'Europe, bien sûr, champion d'Europe, champion d'Europe à plusieurs reprises. Et puis, double champion du monde en 83, 84, les Jeux Olympiques. Et puis, en 85, j'ai également été à nouveau double champion du monde. Comment ça se passait un peu les entraînements, toute la pression avec les caméras, l'arrivée au stand de tir, etc. Là, plus spécifiquement sur les Jeux. Oui. Alors, les Jeux, c'était donc déjà qu'il y avait effectivement énormément de presse et puis de caméras, dans la mesure où, comme j'étais champion du monde sortant, bien entendu, automatiquement les médias s'intéressaient à moi et à nous en tant que membre de l'équipe de France. J'avais également très bien tiré les Pro-Olympiques, qui est une compétition que l'on fait toujours sur les lieux des Jeux, mais un an avant. Donc là, j'avais fait également un très gros score, donc j'étais un petit peu attendu au virage. Le matin des Jeux, comme tout tireur, on arrive environ 1h30 sur place avant les compétitions. On commence à se mettre un peu dans notre bulle, se préparer mentalement, vivre les moments forts en fin de compte de la prise de position, du tir et compagnie. Après, on est sur le pas de tir proprement dit environ 20 minutes avant. Et nous avons donc, selon les disciplines, entre 2h30 et 5h30 de tir. Là, à ce moment-là, un arbitre donc donne le départ. On a des plombs d'essai qui sont illimités. Donc le tireur peut tirer 3-4 plombs d'essai, éventuellement 15 selon les circonstances, selon son stress, sa tension et compagnie. Il commence donc son match quand il veut. Par contre, il faut le finir bien entendu dans les temps. Donc le tireur a une gestion de son temps sur... Pourquoi tu te fais la gueule? Allez, on recommence. Donc le tireur gère son temps comme il veut dans son temps imparti en fonction des disciplines. C'est vrai que je me rappelle quelque chose qui m'a marqué durant ces Jeux et puis les championnats du monde en 85, c'était toutes les caméras et les photographes qui étaient derrière. Donc quand je dis toutes, il y avait peut-être une quarantaine de photographes et puis une quinzaine de caméras qui tournaient en permanence. Donc automatiquement on entend les déclics, donc ça met une pression supplémentaire. Mais mentalement je m'y étais préparé et c'est vrai que quand on est dans un sportif de haut niveau, dans les meilleurs, c'est toujours une phase ascendante. Plus on gagne, plus on a envie de gagner, plus les circonstances en fin de compte qui nous impliquent à vraiment être performants, y compris la pression des caméramans derrière, des photographes, du public, parce que quelquefois il y a 300, 400, 500 000 personnes derrière. Ça fait monter en pression, mais la pression, si elle est bien gérée, permet d'être beaucoup plus vigilant, et la vigilance amène la performance. Donc moi, ça m'intéressait de travailler dans ces conditions-là. Ça a été plus un atout en fin de compte qu'une contrainte. Voilà, et puis à un moment donné, dans mon match, j'ai fait un 8, ce qui est une très mauvaise balle à ce niveau-là, mais bon, ça peut arriver. Là, vraiment, j'ai pris un gros coup de chaud, donc ça m'a permis, moi, de me remettre à niveau, de reprendre les fondamentaux de ma position, de mon tir, et après de finir sur 7, 8, 10, donc ce qui a été un bon complément de ce 8. Ok. Prochaine question.
Donc, ouais, donc c'était un peu stressant, mais pour vous, non, vous étiez préparé mentalement, donc... Ouais, c'est une tension qui apporte la performance si on peut et si on sait la gérer. Ok. Et c'est la préparation mentale qui nous permet effectivement de gérer cette pression. Ok. En parlant de préparation mentale, il faut savoir qu'au plus haut niveau, quand je parle du très haut niveau, c'est les 5 premiers tireurs mondiaux. Automatiquement, la préparation mentale, c'est ce qui fait la différence entre les tout premiers et puis les athlètes qui viennent un peu derrière. Okay. Est-ce que vous pouvez nous divulguer votre carrière professionnelle avant et après? Oui, alors moi j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant pompier professionnel. Après j'ai cumulé un petit peu les deux, sportif de haut niveau et pompier professionnel, puis j'ai vu que c'était limitatif parce que quand on décalait la nuit, le lendemain matin c'était difficile de s'entraîner, etc. Donc après, au vu de mes performances, j'ai pu être détaché de ce corps de pompier également. Et je suis rentré comme entraîneur national en 1986, en avril 86 jusqu'en 2006. J'ai entraîné les équipes de France, donc comme entraîneur d'État, puisque j'avais des brevets d'État et après je passais un concours de prof de sport. Ce qui m'a permis au début, quand j'étais entraîneur national, les 2 premières années, j'étais entraîneur national et tireur de haut niveau, puisque j'avais été présélectionné pour les Jeux de 88, mais suite à une blessure au dos, je n'ai pas pu y participer. Et là, à un moment donné, j'ai voulu faire la scission parce que quelquefois, comme j'étais entraîneur et sélectionneur, ça m'était difficile de me sélectionner en équipe, l'équipe que j'entraînais. Donc voilà, j'ai été entraîneur national jusqu'en 2006 et comme j'ai le concours de prof de sport, je suis revenu après sur Belfort à la direction départementale de jeunesse et sport en tant que dans la police administrative. Donc je gère tout ce qui est réglementation, sécurité des activités physiques et sportives dans le département, voire un peu en région. Et puis je mène des enquêtes pour tout ce qui est violence dans le sport, accidents graves, attouchements sexuels sur mineurs, etc. Ok. Merci. Alors, comment a été la vie après cet exploit? Alors pour moi ça a été en 2 temps parce que je pense que j'étais à ce moment-là, plus qu'aujourd'hui, je veux dire, très, très réservé. Et en gagnant les Jeux, quand j'ai gagné les championnats du monde, des personnes se sont intéressées à moi, des médias, etc. Oui. Mais ça a été assez cool, je dirais. Au niveau des Jeux, c'est la démesure. C'est incroyable. Quand je suis revenu en France, je l'ai bien vécu aux États-Unis, à Los Angeles, puisqu'on était toutes les équipes de France réunies, il y avait pas mal de médias, mais c'était dans un ensemble. Arrivé sur Belfort, je peux certifier aujourd'hui qu'il ne se passait pas une minute sans qu'il y ait un coup de téléphone. J'étais encore chez mes parents. Ah ouais. C'était ça. Des gens venaient me voir pour des autographes, des photos, etc. Des gens que je ne connaissais pas du tout, mais ils savaient que j'habitais là par le biais justement des médias. Et pour moi, ça a été environ bien un mois, 4 à 5 semaines qui m'ont été très très difficiles parce que j'étais sollicité en permanence, j'étais invité à plein de soirées, etc. Donc j'aimais pas ça. Puis après, bien entendu, je suis revenu un petit peu dans l'anonymat et c'était pas plus mal. Ouais. Donc aujourd'hui, je vis tout à fait normalement. Certaines personnes me reconnaissent encore en ville, où j'entends ça c'est le champion olympique. Mais bon, voilà, ça s'arrête là et ça me va très très bien. Est-ce que vous suivez un peu les JO en 2024 ou même 2023 ou 2022 récemment? Oui, j'ai suivi tous les jeux, j'ai suivi un petit peu bien entendu le tir, sachant que en entraînant les équipes de France, j'ai participé après aux Jeux de 88, de 92, 96, 2000, 2004, et comme j'ai arrêté en 2006, et je me suis intéressé effectivement aux Jeux puisque certains tireurs que j'entraînais à l'époque ont encore tiré les Jeux de 2008, 2012, et puis je regarde les Jeux bien entendu pour le sport proprement dit, puisque maintenant avec c'est vrai que les caméras permettent de magnifier le mouvement, etc. Et je trouve ça magnifique. Et j'avoue également, quand j'entends la Marseillaise, même c'est pas pour moi, mais je sais que c'est l'hymne national, mais à un moment donné, quand on est sur un podium mondial ou olympique, quand on entend la Marseillaise jouer, ça impacte énormément. Et encore aujourd'hui, quand j'entends la Marseillaise, j'ai un peu les yeux qui s'embuent, même si c'est pas une médaille pour le tir. Puis après, je suis également un peu le biathlon parce que
des tireurs que j'ai entraînés qui sont devenus également champions olympiques ou vice-champions olympiques, comme Franck Badiou ou Jean-Pierre Amat, qui entraînent d'ailleurs toujours les biathlètes actuellement. Mais bien entendu, je suis le sport parce que je retrouve un petit peu des images des personnes que j'ai entraînées qui sont devenues des amis à terme. Ok. Très intéressant. Et que pensez-vous du niveau aujourd'hui, globalement Le niveau du tir Ouais, ou voilà. du sport français? Non, surtout du tir. Discipline. Les disciplines ont énormément évolué, changé pour la simple et bonne raison que les horaires de tir sont minimisés maintenant. On demande aux tireurs de tirer de plus en plus vite. On fait des finales, donc ce sont les 10 premiers de la compétition qui se retrouvent en face à face. Tout ça pour rendre le tir plus visuel, donc plus attractif. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait un autre tir et je pense que les athlètes sont de mieux en mieux entraînés dans la mesure où les tireurs d'aujourd'hui arrivent par le biais de détachements de grosses administrations. Souvent les tireurs de haut niveau maintenant sont dans la gendarmerie, la police, l'armée, les douanes, SNCF. Et ils arrivent à avoir des statuts de semi-professionnels, ce qui veut dire que quand ils sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques, ils sont en détachement pendant 6 mois ou en demi-détachement pendant 1 an, ce qui leur permet de s'entraîner régulièrement. Et c'est vrai que le niveau a énormément monté, donc dû à ça, et dû également aux armes qui sont maintenant modulables en fonction aussi de la morphologie du tireur, de la longueur des bras, des segments, etc. Donc ils ont plus de facilité à gérer les armes et leurs points d'appui de façon beaucoup plus efficace, ce qui amène un peu plus de stabilité, etc. Donc automatiquement les performances sont un petit peu au-delà de ce que j'ai pu connaître. Okay. Est-ce que vous continuez à en faire comme loisir ou quelque chose comme ça? Non, ben plus du tout. Je tire un petit peu par entre guillemets obligation, puisque la réglementation voulait, quand on a des armes chez soi, notamment des armes de poing, de tirer 2-3 fois dans l'année, hein, pour la sécurité, etc. Rester un petit peu au goût du jour au niveau de la sécurité, mais autrement je ne tire plus et j'ai refusé de continuer à faire partie entre guillemets du milieu du tir. Après que j'ai arrêté d'être entraîneur national, parce qu'à un moment donné, quand on a, comme on dit, un pied dedans et un pied dehors, je pense que c'est frustrant pour tout le monde. Et puis au bout d'un certain temps, on perd un petit peu la notion du haut niveau, toute la finesse, et puis donner des conseils. Bien entendu, je peux en donner. Je peux en donner jusqu'à entraîner des personnes en équipe de France, c'est certain, mais j'avais plus envie, et puis avec le temps, j'aurais trop peur de me tromper. Donc j'ai arrêté complètement. Oui. Est-ce que vous savez combien coûte une carabine et tout le matériel qui va avec pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce sport? J'ai perdu un petit peu la notion des prix, effectivement, ça évolue très très vite, mais une carabine de compétition, il faut compter 1700, 1800 € jusqu'à 3500 € la carabine. Ah oui. Alors en fonction de la discipline, effectivement, du calibre, etc. Et puis il faut compter bien 700-800 € pour le matériel complet. Alors ça c'est un investissement, mais c'est un investissement qu'on peut garder quand même. On peut tirer une dizaine d'années avec une arme comme ça, hein, c'est à moyen ou long terme. Par contre, ce qui n'est pas négligeable, ce sont les munitions. Puisque une boîte de munitions, ça peut valoir dans certains cas, je dirais 7, 8, 15 €. Et des boîtes de 50 aussi par exemple, et puis quelquefois l'entraînement on en grille 200, 250. Ah, wow. Donc c'est pour ça qu'arriver en équipe de France c'est important dans la mesure où la fédération paye des munitions, on est doté en munitions, donc c'est beaucoup plus léger dans le budget. Okay, ouais. Bien cher. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui aiment ce sport et qui aimeraient qu'on les pousse un peu plus? Oui, j'ai des conseils, alors pour le tir bien entendu, mais pour tous les sports, je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre, il faut que les jeunes notamment, hein, même les plus âgés, puisqu'on peut faire du sport à un certain âge également, pour s'entretenir, se maintenir en forme, il faut savoir que faire du sport, ça permet de s'investir dans une discipline quelle qu'elle soit. Cet investissement, bien entendu,
On a toujours envie de gagner des médailles, mais si j'ai un conseil par rapport à moi-même, au-delà d'une médaille olympique, ce que le sport m'a apporté, et ce qu'il peut apporter bien entendu à tout le monde, hein, c'est le fruit de la question, c'est la volonté de travail, la discipline, la pugnacité, la concentration. Et tous ces facteurs-là, on peut, en les travaillant dans le sport, plus on les travaille dans le sport, plus on peut également s'en servir dans la vie de tous les jours. Et c'est important par rapport aux relations humaines, c'est important par rapport au travail, etc. Et aujourd'hui, je crois qu'un enfant qui fait du sport, ou alors même quelque chose de culturel ou de la musique, ça lui permet d'être beaucoup plus volontaire, appliqué, concentré que d'autres qui font pas de sport. Ça, c'est une évidence. Les jeunes qui font du sport, quelle que soit la discipline, il faut qu'ils fassent du sport en se faisant plaisir. C'est-à-dire que, pas toujours vouloir le Graal, mais surtout très bien fonctionner dans leur sport. Il faut qu'ils apprennent à se faire plaisir par rapport à leur mode de fonctionnement. Et ça leur permettra de ne pas être limité dans la performance et encore une fois, de le calquer dans la vie de tous les jours. Voilà. Et puis après, s'ils ont le bonheur de gagner, ça ouvre des portes. Mais l'important, c'est que tout le travail qui est dans le sport permet d'être beaucoup mieux dans sa vie. Ok, oui, c'est important. Vous avez un peu répondu à ma question, du coup, ma prochaine question, mais est-ce que vous aviez un message à faire passer pour motiver les jeunes? Du coup, le voilà. Voilà, vous l'avez donné. Exactement, c'est parfait, c'est parfait. Bah écoutez, c'est la fin de mes questions. Donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et en fait, petite remarque, en fait c'est mon père. Voilà, c'est mon père, Philippe Eberlé. Donc, salut mon fils. Je voulais faire une interview parce que j'en suis très fier. Et du coup, voilà, pour vous... merci, hein, on peut être champion olympique et être tout à fait normal, parce que j'ai l'impression d'être normal. Comment tu me trouves en tant que gamin? Bon, c'est bien, alors, tout le monde y trouve son compte. Oui, voilà, exactement. Merci à toi, Robinson. Bah, y a pas de quoi, merci à toi, ça fait trop plaisir, je suis trop content. Et écoutez, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Les amis, c'était Philippe Eberlé et Robinson Création, et on vous dit... mon nom trop c'est bye bye. À la prochaine. Voilà. Bye bye. Bye bye. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à faire du montage.